Il est 14h27, ce mercredi 18 juin 2010, quand les quatre inséparables poussent les portes vitrées du lycée René Cassin de Saint-Dié-des-Vosges pour la dernière fois. L'odeur de craie et de désinfectant cède place à celle de l'herbe chaude et des tilleuls en fleurs. Mathieu, 18 ans, ajuste son sac à dos rouge délavé sur ses épaules. À ses côtés, Chloé rit aux éclats en montrant son téléphone à Julien et Emma. Ces quatre-là se connaissent depuis la 6e. Ils viennent de terminer leur dernière épreuve du baccalauréat. La liberté s'offre enfin à eux. Personne ce jour-là n'aurait pu imaginer que cette sortie joyeuse du lycée marquerait le début de l'une des disparitions les plus troublantes de l'Est de la France. Les caméras de surveillance les filment pour la dernière fois à 17h43, montant dans la Peugeot 206 bleue de Mathieu, direction les Hauts-de-Vosges. Leurs téléphones portables cesseront de capter le réseau vers 19h30, quelque part près du col de la Schlucht. Depuis ce moment précis, Mathieu, Chloé, Julien et Emma se sont évaporés sans laisser la moindre trace. Si tes enfants de 18 ans partaient de fêter leur bac et ne revenaient jamais, comment réagirais-tu? N'oublie pas de t'abonner à Chroniques Disparues et d'activer la cloche, parce que cette histoire va te glacer le sang. Ce qui s'est passé dans les montagnes vosgiennes en juin 2010 défie toute logique, et les révélations qui ont émergé 5 ans plus tard vont bouleverser ta vision de cette affaire. Ces 4 amis cachèrent des secrets que même leurs parents ignoraient. Le projet était simple: célébrer la fin des épreuves par un week-end camping dans les Vosges. Mathieu, passionné de randonnée, avait repéré un spot sauvage près du lac de Longemer. « On va déconnecter complètement », avait-il annoncé à ses parents. Chloé, la photographe du groupe, avait emporté son appareil réflexe pour immortaliser ces moments de liberté. Julien traînait son ordinateur portable, incapable de se séparer de ses jeux vidéo même en pleine nature. Emma, elle, avait bourré son sac de provisions et de matériel de camping soigneusement listé. Leurs parents les décrivent comme des adolescents sans histoire. Mathieu, fils unique d'un couple d'instituteurs, excellait en sport et rêvait d'intégrer une école d'ingénieurs. Chloé, l'artistique du groupe, préparait un portfolio pour les beaux-arts. Julien, génie de l'informatique mais introverti, compensait sa timidité par une passion dévorante pour les nouvelles technologies. Emma, la plus mature des 4, organisait tout avec la précision d'un chef d'entreprise. Ces profils équilibrés rendront leur disparition d'autant plus inexplicable. La Peugeot 206 de Mathieu avait été retrouvée le lundi 21 juin sur un parking forestier près de Gérardmer. Portière déverrouillée, clé sur le tableau de bord. Aucune trace de lutte, aucun indice de violence. Les affaires personnelles des 4 amis étaient restées dans le véhicule. Portefeuille, carte d'identité, vêtements de rechange. Seul manquait l'appareil photo de Chloé, l'ordinateur portable de Julien et les sacs de couchage. Cette sélection troublante suggérait un départ volontaire et organisé. Les battus mobilisèrent 200 gendarmes et pompiers pendant 10 jours. Chiens, hélicoptères, plongeurs. Les Vosges furent ratissés, kilomètre par kilomètre. L'épaisse forêt de sapins, les tourbières traîtresses, les apics rocheux. La montagne vosgienne recèle 1000 dangers pour des citadins inexpérimentés. Mais aucun corps ne fut découvert, aucun cri de détresse capté. Les 4 lycéens semblaient en s'être volatilisés dans l'air pur des sommets, laissant derrière eux plus de questions que de réponses. L'enquête officielle privilégia rapidement la thèse de l'accident. Pour les gendarmes, les 4 amis avaient dû chuter dans une crevasse ou se perdre dans un secteur inaccessible. La montagne ne pardonne pas les imprudences, déclarait le colonel Martineau aux familles éplorées. Cette explication rationnelle apaisa temporairement l'opinion publique, mais ne convainquit jamais vraiment les proches des disparus. Quelque chose clochait dans cette version trop simple, trop propre. 5 ans plus tard, le 3 août 2015, un couple de randonneurs allemands fait une découverte qui va tout remettre en question. Au fond d'un ravin près du Honeck, partiellement recouvert par des années de végétation sauvage, ils aperçoivent un objet métallique brillant. C'est un ordinateur portable, Asus, modèle 2009, miraculeusement préservé dans une sacoche étanche. L'autocollant « Property of Julien Mercier » collé sur le capot ne laisse aucun doute, cet ordinateur appartient à l'un des 4 lycéens disparus. Mais ce qu'il contient va bouleverser 5 années de suppositions. L'ordinateur portable de Julien est confié au laboratoire de police scientifique de Nancy le 6 août 2015.
Malgré 5 années d'exposition aux intempéries vosgiennes, le disque dur reste partiellement lisible grâce à la sacoche étanche qui l'a protégé. L'odeur de moisissure et d'électronique corrodée s'échappe de l'appareil quand les techniciens l'ouvrent avec précaution. Cette machine va livrer 347 fichiers récupérables, dont certains datent précisément du week-end de la disparition. Ces données numériques posthumes vont réécrire complètement l'histoire officielle de juin 2010. Les premières photos extraites du disque dur sidèrent les enquêteurs. Elles montrent les 4 lycéens installant leur campement dans une clairière inconnue, très différente du secteur où leur voiture avait été retrouvée. L'analyse des métadonnées révèle que ces images ont été prises le samedi 19 juin vers 16h30, soit plus de 24 heures après leur départ du lycée. Mathieu apparaît souriant en train de monter une tente orange vif. Chloé photographie Emma qui prépare un feu de camp. La lumière dorée du soleil vosgien baigne ces derniers moments d'innocence. Le capitaine Rousseau, qui avait dirigé l'enquête initiale, ressort le volumineux dossier de ses archives personnelles. Cet homme de 54 ans, proche de la retraite, n'avait jamais digéré cet échec professionnel. Nous nous étions trompés de secteur depuis le début, avoue-t-il aux familles réunies en urgence. Ces jeunes ne sont jamais allés près de Longemer comme prévu. Ils ont dévié vers un lieu que nous n'avons jamais fouillé. Cette révélation ébranle 5 années de certitude et ravive tous les espoirs parentaux d'un dénouement enfin possible. L'analyse géographique des photos permet de localiser approximativement le campement clandestin. Un expert en topographie vosgienne, Maurice Bauer, identifie des rochers caractéristiques en arrière-plan. C'est le secteur du Gachenay, versant sud-est du Honeck. Zone difficile d'accès, pas de sentiers balisés, fréquentée uniquement par les randonneurs confirmés. Cette information relance immédiatement les recherches dans un périmètre totalement inédit. Comment 4 lycéens de Saint-Dié avaient-ils découvert cet endroit reculé? Quelqu'un les avait-il guidés? Les fichiers récupérés révèlent aussi des conversations Skype troublantes, datées du vendredi 18 juin au soir. Julien avait discuté avec un utilisateur anonyme, pseudo Mountain Guide 88, qui lui donnait des coordonnées GPS précises pour le spot le plus secret des Vosges. Ces échanges, d'apparence innocente, prennent un relief sinistre à la lumière de la disparition. Qui se cachait derrière cette identité numérique? L'enquête sur les adresses IP commence immédiatement, mais se heurte à l'utilisation de serveurs anonymes intraçables. Les parents découvrent une facette inconnue de leurs enfants à travers ces fichiers numériques. Chloé tenait un journal intime sur l'ordinateur de Julien, confiant ses angoisses d'adolescente face à l'avenir. J'ai peur de grandir, peur de décevoir, peur de ne jamais être à la hauteur. Mathieu avait téléchargé des guides de survie en milieu montagnard, suggérant une préparation plus sérieuse que prévu. Emma collectionnait des articles sur les communautés alternatives, révélant un intérêt insoupçonné pour les modes de vie marginaux. Ces découvertes posthumes bouleversent l'image que les familles gardaient de leurs enfants. Plus troublante encore, l'historique de navigation révèle des recherches intensives sur comment vivre en autonomie complète et disparaître légalement. Ces requêtes, effectuées dans les semaines précédant le bac, suggèrent une préméditation que personne n'avait envisagée. Les 4 lycéens avaient-ils planifié leur propre disparition? Cette hypothèse révolutionnaire divise les familles. Certains parents refusent catégoriquement cette possibilité, d'autres y voient enfin une explication cohérente à 5 années de mystère. Le dernier fichier daté lisible porte un nom énigmatique, testament numérique.ext. Créé le 19 juin à 23h47, soit quelques heures avant leur disparition définitive, ce document de 3 pages bouleverse tous les proches. Si vous lisez ceci, c'est que notre plan a échoué, commence le texte signé des 4 prénoms. Nous avons décidé de tout quitter pour vivre autrement, loin des contraintes d'une société qui ne nous correspond pas. Pardonnez-nous de vous faire souffrir, mais nous n'avions pas d'autre choix. Cette lettre d'adieu numérique change radicalement la nature de l'enquête. Les familles se déchirent face à cette révélation. Les Mercier, parents de Julien, refusent de croire à cette explication. Mon fils n'aurait jamais fait ça, il était heureux chez nous. À l'inverse, les parents de Mathieu avouent avoir senti une mélancolie inhabituelle chez leur fils dans les semaines précédant le bac. Ces fractures familiales s'ajoutent à la douleur de l'absence, créant des camps opposés dans l'interprétation des faits. La vérité peut-elle être multiple dans une même affaire? Mais ce testament numérique pose plus de questions qu'il n'apporte de réponses.
Pourquoi l'ordinateur de Julien a-t-il été abandonné dans un ravin si les 4 amis avaient planifié une nouvelle vie? Comment expliquer l'absence totale de traces depuis 2010 si leur disparition était volontaire? Et surtout, qui était ce mystérieux Mountain Guide 88 qui les avait orientés vers ce campement fatal? L'enquête reprend avec ces nouveaux éléments, mais les pistes semblent plus embrouillées que jamais. Les données extraites de l'ordinateur permettent de reconstituer minute par minute les dernières 72 heures des 4 lycéens. Le vendredi soir 18 juin, ils campent d'abord près de leur voiture, dans le secteur prévu de Longemer. L'analyse des connexions Wi-Fi automatiques montre que l'ordinateur de Julien capte brièvement le réseau du restaurant, l'Auberge du Lac, vers 20h15. Cette information confirme leur présence initiale dans la zone officielle, avant le mystérieux déplacement vers le secteur du Gachenay. Quelque chose les a poussés à changer radicalement leur plan. Les photos géolocalisées révèlent leur itinéraire secret. Le samedi matin 19 juin, ils lèvent le canto et empruntent un sentier de contrebandiers datant de l'époque allemande. Ces chemins oubliés, invisibles sur les cartes touristiques, serpentent à travers les forêts les plus denses des Vosges. L'odeur de résine et de mousse humide imprègne ces couloirs verts où la lumière peine à percer. Comment des lycéens de Saint-Dié connaissaient-ils ces passages secrets, utilisés autrefois pour échapper aux patrouilles frontalières? La progression du groupe peut être suivie grâce aux 127 photos retrouvées sur l'ordinateur. Emma immortalise leur marche forcée. Sac lourd, visage fatigué, mais déterminé. Vers 14h30, ils atteignent enfin la clairière secrète indiquée par Mountain Guide 88. L'endroit est paradisiaque. Prairies alpines entourées de sapins centenaires, source d'eau pure vue dégagée sur les vallées. On dirait le bout du monde, écrit Chloé dans son journal numérique. Cette beauté sauvage contraste tragiquement avec le drame qui va s'y dérouler. L'installation du campement révèle leur inexpérience de la montagne. Mathieu plante la tente dans une cuvette naturelle qui se révélera être un piège mortel en cas d'orage. Chloé collecte du bois humide qui peinera à s'enflammer. Julien branche son ordinateur sur un panneau solaire de camping, maintenant obsessionnellement sa connexion avec le monde virtuel. Emma, la plus prévoyante, inspecte les environs et photographie plusieurs anfractuosités rocheuses inquiétantes. Ces détails techniques, invisibles aux familles éplorées, parlent aux professionnels de la montagne. Les derniers messages numériques datés révèlent une ambiance qui se dégrade rapidement. Le samedi soir, Chloé écrit « Il fait plus froid que prévu, nos sacs de couchage ne sont pas assez chauds. » Julien note des problèmes techniques. La batterie du portable se décharge trop vite, le panneau solaire ne suit pas. Emma mentionne des bruits étranges dans la forêt, comme si on était observé. Ces inquiétudes croissantes transforment progressivement l'aventure rêvée en piège angoissant. Le dimanche 20 juin marque un tournant dramatique dans leurs derniers écrits. Mathieu, habituellement optimiste, confie ses doutes. « Je commence à regretter d'avoir écouté ce type sur Internet. Cet endroit me fout les jetons. » L'analyse météorologique confirme qu'un violent orage a éclaté sur les Vosges ce dimanche vers 18h, avec des précipitations records et des vents à 80 km/h. Ces conditions extrêmes ont-elles surpris les 4 campeurs inexpérimentés? La montagne vosgienne peut devenir meurtrière quand elle se déchaîne. Le dernier fichier horodaté remonte au dimanche 20 juin à 23h12. Il s'agit d'un message audio enregistré par Mathieu, la voix tremblante d'émotion. « Si quelqu'un trouve ça, on a fait une connerie. L'orage a emporté la tente, on a perdu la moitié de nos affaires. Julien est blessé, il a glissé dans les rochers. On va essayer de redescendre vers la voiture demain matin, mais je sais pas si on va y arriver tous les 4. Si on s'en sort pas, dites à nos parents qu'on les aime. » Cet enregistrement testament bouleverse l'enquête. Les 4 lycéens étaient en détresse, pas en fuite volontaire. La géolocalisation de ce dernier fichier audio situe les 4 amis à 2,3 km de leur campement initial, direction sud-ouest. Cette position correspond exactement au ravin où l'ordinateur a été retrouvé 5 ans plus tard. L'hypothèse d'une chute collective dans cette crevasse rocheuse prend soudain consistance. Mais pourquoi aucun corps n'a été découvert lors des nouvelles recherches intensives menées depuis août 2015 ? Cette absence physique maintient le mystère malgré les révélations numériques. L'analyse des dernières connexions Internet révèle une tentative désespérée d'appeler au secours. À 22h47 le dimanche, l'ordinateur de Julien se connecte furtivement au réseau de téléphonie mobile, captant un signal faible depuis le sommet du Haut-Nec.
Plusieurs tentatives d'envoi d'emails de détresse échouent faute de bande passante suffisante. Ces messages fantômes, jamais parvenus à destination, contenaient leurs coordonnées exactes et un appel au secours explicite. Si la technologie avait été plus fiable en 2010, cette tragédie aurait peut-être pu être évitée. Reste la question cruciale de l'identité de Mountain Guide 88, ce guide virtuel qui les a orientés vers leur perte. L'enquête informatique révèle que ce compte a été créé spécialement pour contacter Julien, puis supprimé définitivement 48 heures après la disparition. Cette préméditation suggère soit un piège délibéré, soit une coïncidence tragique avec quelqu'un connaissant intimement les dangers du secteur. Qui voulait attirer 4 lycéens innocents vers ce piège mortel? Cette zone d'ombre empoisonne encore l'enquête relancée. L'enquête sur Mountain Guide 88 mobilise les meilleurs experts en cybercriminalité de France. Le compte avait été créé le 15 juin 2010, 3 jours seulement avant le contact avec Julien. Cette création récente écarte l'hypothèse d'un guide expérimenté établi depuis longtemps. L'adresse IP initiale remonte vers un cybercafé de Colmar, établissement fréquenté par des dizaines de personnes quotidiennement. L'odeur de café froid et de cigarettes de ces lieux anonymes évoque parfaitement l'ambiance sordide de cette piste numérique. Mais les caméras de surveillance du cybercafé ne conservaient à leurs enregistrements que 30 jours en 2010. L'analyse linguistique des messages révèle des indices troublants. Mountain Guide 88 utilisait des expressions spécifiquement vosgiennes, Schalt pour désigner un sentier pentu, Marquerie pour une clairière d'altitude. Ce vocabulaire régional très précis trahit une connaissance intime du terrain et de la culture locale. Plus étonnant encore, l'expert détecte des traces d'argot forestier utilisées par les anciens bûcherons allemands de l'époque de l'annexion, qui, en 2010, maîtrisaient encore ce patois franco-allemand quasi disparu. Maurice Bauer, l'expert topographe de 67 ans qui avait identifié le secteur du campement, reconnaît dans ses expressions le vocabulaire de son propre grand-père. Mon Großvater parlait exactement comme ça dans les années 1950, confie-t-il aux enquêteurs. Il avait travaillé dans ces forêts sous l'occupation allemande, puis comme guide pour l'administration française après-guerre. Cette filiation linguistique oriente les recherches vers d'anciens forestiers, guides de montagne retraités ou descendants de familles enracinées dans les Hautes-Vosges depuis plusieurs générations. Les archives départementales livrent une liste de 23 personnes susceptibles de maîtriser ce vocabulaire spécialisé. Parmi elles, Hermann Weber, 74 ans, ancien garde forestier, né pendant l'annexion allemande. Interrogé à son domicile de Münster, ce vieil homme au visage buriné par des décennies de grand air nie catégoriquement tout lien avec l'affaire. Mais ses mains tremblent légèrement quand on lui montre les captures d'écran des conversations. Ces jeunes n'auraient jamais dû aller là-haut, marmonne-t-il. Le Gachenay, c'est pas un terrain de jeu. L'expertise graphologique compare l'écriture manuscrite d'Hermann Weber avec le style rédactionnel de Mountain Guide 88. Les tournures de phrases, la ponctuation, certaines fautes récurrentes, tout converge vers une correspondance probable. Mais Weber maintient fermement ses dénégations. « J'ai jamais touché à un ordinateur de ma vie », répète-t-il. « Internet, tout ça, c'est pas pour moi. » Cette défense technologique sonne fausse aux oreilles des enquêteurs. Pourquoi un homme de 74 ans ferait-il semblant d'ignorer l'informatique s'il était innocent? La perquisition du domicile de Weber révèle un détail troublant. Un ordinateur portable HP, modèle 2009, soigneusement dissimulé dans le grenier sous une bâche. L'analyse révèle que cette machine a bien été utilisée pour créer le compte Mountain Guide 88 en juin 2010. Face aux preuves techniques, le vieil homme s'effondre finalement. « Je voulais pas qu'ils se fassent mal », sanglote-t-il. « Je voulais juste leur montrer la vraie montagne, pas ces sentiers pour touristes. » Cette confession partielle ouvre une nouvelle perspective sur l'affaire. Hermann Weber explique sa version des faits aux enquêteurs médusés. « J'avais vu ce gamin, Julien, poser des questions stupides sur un forum de randonnée. Il voulait impressionner ses copains avec un spot secret pour leur camping. Moi, j'ai pensé au Gachenay, l'endroit le plus beau que je connaisse. » Le vieil homme décrit une intention bienveillante détournée par l'inexpérience mortelle des lycéens. J'aurais dû les accompagner, mais j'avais honte de mon âge, de mes jambes qui marchent plus comme avant. L'enquête révèle le profil psychologique d'Hermann Weber. Veuf depuis 2008, sans enfant, il compensait sa solitude par des connexions virtuelles avec de jeunes randonneurs.
Ils vivaient par procuration leurs aventures, explique la psychiatre consultée. Guider ces adolescents lui redonnait un sentiment d'utilité, de transmission. Cette pathologie de l'isolement transforme un geste généreux en piège mortel. Weber devient simultanément victime et coupable de cette tragédie moderne. Mais la confession de Weber ne résout pas le mystère principal. Où sont les corps des 4 lycéens? Le secteur du Gachenay a été ratissé centimètre par centimètre depuis les révélations de 2015. Chiens, drones, spéléologues, géomètres, aucune trace physique n'a été découverte. Weber lui-même guide les recherches avec ses souvenirs de forestier. Ils ont dû tomber dans la Schlitz, une faille rocheuse profonde de 40 mètres. Mais l'entrée s'est peut-être refermée avec les éboulements. Cette hypothèse géologique expliquerait l'absence de découvertes macabres. Ce que Weber ne dit pas encore aux enquêteurs, c'est qu'il est retourné sur les lieux 3 jours après la disparition. Rongé par l'inquiétude et la culpabilité, il avait cherché les 4 lycéens dans le secteur qu'il leur avait indiqué. Ce qu'il a découvert ce jour-là, au fond du ravin du Gachenay, hante encore ses nuits depuis 5 ans. Mais cette révélation ultime, il la garde pour lui, la jugeant trop terrible pour les familles en deuil. Certains secrets sont-ils trop lourds à porter seuls? Face aux pressions psychologiques de l'enquête, Hermann Weber finit par craquer le 15 septembre 2015. Dans le bureau austère de la gendarmerie de Saint-Dié, cet homme de 74 ans livre enfin la vérité complète sur ce qu'il a découvert 3 jours après la disparition. Ses mains tremblent en tenant sa tasse de café froid. L'odeur âcre du breuvage se mélange à celle de sa sueur d'angoisse. « Je suis retourné là-haut le mercredi 23 juin, avoue-t-il. Je me sentais responsable. Il fallait que je sache ce qui leur était arrivé. » Weber guide les enquêteurs vers un secteur du Gachenay qu'aucune équipe de recherche n'avait exploré. Une faille rocheuse dissimulée par des décennies de végétation sauvage. « La Schlitz des contrebandiers », murmure-t-il en dialecte vosgien. Cette crevasse naturelle profonde de 60 mètres selon ses estimations servait autrefois de cache aux trafiquants franco-allemands. Mon grand-père m'avait dit qu'on y jetait tout ce qu'on voulait faire disparaître définitivement. L'ironie tragique de cette confidence glace le sang des gendarmes. Les 4 lycéens auraient-ils subi le même sort que la contrebande d'antan? La descente en rappel dans la Schlitz mobilise les meilleurs spéléologues de la région. À 35 mètres de profondeur, dans une anfractuosité humide où ne filtre jamais la lumière, ils découvrent enfin des traces indiscutables. Lambeaux de toile orange d'une tente de camping, débris d'un téléphone portable, et surtout, gravé maladroitement dans la roche tendre, le prénom Schlo suivi d'une date, 20/06/10. Cette inscription posthume, tracée probablement avec un caillou, témoigne des derniers instants de conscience de l'une des victimes. Hermann Weber s'effondre en apprenant cette découverte. « Je les avais vus ce mercredi-là », sanglote-t-il. Pas leurs corps, mais leurs affaires éparpillées au fond de la faille. La tente déchirée, des vêtements, l'ordinateur du petit. J'ai eu peur, j'ai paniqué. J'aurais dû prévenir les secours immédiatement, mais j'avais honte d'avoir causé leur mort. Cette lâcheté du vieil homme a privé les familles de 5 années de certitude et de deuil possible. Sa culpabilité double, guide involontaire vers la mort puis témoin silencieux de la tragédie. L'expertise technique révèle le scénario probable de la chute fatale. L'orage du dimanche 20 juin 2010 avait transformé la prairie du campement en torrent boueux. Fuyant l'inondation avec leurs affaires, les 4 lycéens ont tenté de rejoindre un abri rocheux repéré par Emma. Dans l'obscurité et la panique, ils ont glissé un par un dans cette crevasse invisible, camouflée par les fougères et la mousse. La montagne les a avalés, résume brutalement Weber, comme elle avale tout ce qu'on lui confie imprudemment. L'analyse des débris confirme une survie partielle dans les profondeurs de la Schlitz. Des traces de feux de fortune, des tentatives d'escalade sur les parois rocheuses, des inscriptions multiples gravées à différentes hauteurs. Mathieu, Chloé, Julien et Emma ont lutté plusieurs jours contre la mort annoncée. Ils ont essayé de nous tuer, mais nous sommes forts, peut-on déchiffrer sur une corniche rocheuse. Cette phrase énigmatique suggère-t-elle un délire d'agonie ou cache-t-elle une réalité plus sombre? La découverte la plus troublante reste un carnet de survie improvisé, rédigé sur des pages arrachées à un livre de poche. Mathieu y détaille leur tentative d'évasion, l'aggravation de la blessure de Julien, le rationnement de leur dernière provision. Emma nous maintient en vie avec son optimisme, écrit-il au 4e jour.
Chloé a trouvé une source d'eau dans la paroi est. On va s'en sortir. Cette espérance tragique, maintenue jusqu'au bout, rend leur disparition encore plus poignante. Les familles se déchirent une nouvelle fois face à ces révélations. Certains parents trouvent un soulagement dans cette vérité enfin dévoilée, d'autres s'enfoncent dans une culpabilité dévastatrice. « Si j'avais été plus vigilant sur ses activités Internet », se reproche le père de Julien. « Si j'avais insisté pour les accompagner », regrette la mère de Mathieu. Ces reproches posthumes empoisonnent leur deuil tardif, ajoutant de la souffrance à une douleur déjà insupportable. Hermann Weber est inculpé pour non-assistance à personnes en danger et entrave à une enquête judiciaire. Mais que pèsent ces chefs d'accusation face à 5 cercueils vides et des familles brisées à vie? Le vieil homme, rongé par la culpabilité, sombre dans une dépression profonde. Sa propre mort, 6 mois plus tard d'un arrêt cardiaque, clôt tragiquement cette affaire où personne ne sort innocent. La montagne vosgienne a réclamé 5 victimes au final, pas seulement 4. Pourtant, des zones d'ombre persistent encore dans cette reconstitution. L'inscription « Ils ont essayé de nous tuer » intrigue les psychologues consultés. Qui désignait ce « ils » mystérieux? Un délire d'agonie ou la trace d'une réalité cachée? Et pourquoi les corps n'ont-ils jamais été retrouvés au fond de la Schlitz, malgré des recherches exhaustives? Ces questions sans réponse maintiennent un mystère résiduel dans cette tragédie élucidée. La vérité complète emporte-t-elle parfois ses secrets dans la tombe? Aujourd'hui, une stèle commémorative se dresse à l'entrée du sentier menant au Gachenay. Mathieu, Chloé, Julien, Emma, emportés par la montagne qu'ils aimaient, juin 2010, peut-on y lire gravé dans le granit vosgien? Cette épitaphe collective, inaugurée en 2016, attire chaque été des dizaines de randonneurs émus. Certains déposent des fleurs, d'autres laissent des mots d'hommage à ces 4 jeunes fauchés dans la fleur de l'âge. Leur histoire est devenue une légende locale, un avertissement incarné contre les dangers de la montagne mal préparée. Le lycée René Cassin de Saint-Dié a créé un prix Mathieu, Chloé, Julien, Emma, récompensant chaque année les projets étudiants les plus innovants. Cette reconnaissance posthume perpétue la mémoire de 4 lycéens prometteurs dont la vie s'est arrêtée au seuil de l'âge adulte. Leurs anciens professeurs évoquent encore leurs personnalités attachantes, leurs projets d'avenir brisés net par un week-end qui devait célébrer leur réussite scolaire. L'ironie du sort transforme une fête en tragédie, un succès en drame. L'affaire a révolutionné les protocoles de sécurité des sorties scolaires et des activités de jeunesse en montagne. Désormais, tout groupe de mineurs doit déclarer précisément son itinéraire, emporter des balises de détresse et maintenir un contact radio régulier avec les autorités. Ces mesures préventives, nées du sang versé au Gachenay, sauveront peut-être d'autres vies dans l'avenir. La mort de 4 innocents aura au moins servi à protéger leurs successeurs contre les mêmes erreurs fatales. Hermann Weber a emporté dans sa tombe les derniers secrets de cette affaire. Sa maison forestière de Münster a été vendue, ses affaires personnelles dispersées. Mais certains détails troublants continuent d'alimenter les spéculations locales. Pourquoi possédait-il des cartes topographiques annotées de tous les pièges naturels des Vosges? Qui étaient ces amis mystérieux qu'il mentionnait parfois dans ces moments de confusion sénile? L'enquête officielle s'est contentée de la thèse de l'accident, mais des zones grises subsistent dans le portrait de ce guide improvisé. Les parents des 4 lycéens ont créé l'association Montagne Sécurité Jeunes pour prévenir de nouvelles tragédies similaires. Leur combat judiciaire contre l'État français, accusé de négligence dans les recherches initiales, continue devant les tribunaux administratifs. 5 ans de mensonges officiels, dénoncent-ils dans leur communiqué. Cette bataille juridique occupe leur deuil, leur donnant un but concret pour canaliser leur douleur. Mais aucune condamnation ne ramènera leurs enfants à la vie. La Schlitz des contrebandiers a été officiellement fermée au public et sécurisée par des barrières. Cette crevasse maudite, qui avait déjà englouti des trafiquants au siècle passé, ne piégera plus d'innocents randonneurs. L'odeur de mort et de mystère qui s'en échappait autrefois est désormais masquée par des panneaux d'interdiction réglementaire. Mais les anciens du pays murmurent encore que cette faille rocheuse recèle d'autres secrets, d'autres disparitions non élucidées de l'époque trouble de la contrebande frontalière. Parfois, des témoins affirment encore entendre des appels au secours dans les brumes matinales du Gachenay. Ces hallucinations auditives, expliquées par les psychologues comme des projections de culpabilité collective,
alimentent néanmoins une légende locale tenace. Les voix des quatre. Ainsi les surnomment les bergers d'altitude. Superstition montagnarde ou rémanence tragique? Cette question divise les esprits rationnels et les âmes sensibles de la région vosgienne. L'ordinateur portable de Julien, pièce à conviction cruciale de l'enquête, est conservé dans les archives judiciaires de Nancy. Cet objet technologique, témoin silencieux des dernières heures de 4 adolescents, incarne parfaitement notre époque où le numérique survit aux corps qui l'ont créé. Ces 347 fichiers récupérés constituent le véritable testament de Mathieu, Chloé, Julien et Emma. Plus authentique que toute inscription sur marbre, plus durable que tous les souvenirs familiaux. Dans le virtuel, ils restent éternellement jeunes. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans cette histoire? L'imprudence des 4 lycéens ou la culpabilité d'Hermann Weber? As-tu déjà vécu une situation où la technologie a révélé des secrets longtemps après les faits? Penses-tu que certaines vérités devraient parfois rester enfouies? Dis-nous ce que tu en penses dans les commentaires et n'oublie pas de t'abonner à Chroniques Disparues. Active la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos enquêtes sur ces mystères qui hantent encore notre époque. Parce que parfois, la vérité émerge des endroits les plus inattendus, années après que l'espoir ait semblé définitivement perdu.